Welcome back, everyone. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez eu un beau lunch, un beau dîner. On est de retour dans cette salle avec nos amis de On Canada. Il y aura 2 autres séances qui se produisent en simultané. Il y a la séance sur le langage autochtone et la construction de communauté et l'atelier en français dans l'atelier 3021 au 3e étage dans une des salles plus petites. Donc, si c'est là que vous vouliez aller, ce serait le temps de se rendre. Et à 14h30, il y aura un autre regard sur les connaissances. Et jusqu'à présent, on nous dit qu'on aime le format. Donc, on aime avoir vos commentaires, les gens du réseau. Il y en a 2 qui se passent et je les introduirai à 14h30. Et on fera une pause. Et ensuite, tout le monde reviendra en plénière ici. Donc, à CanWatch, on travaille avec On Canada depuis un certain temps, je pense un an. Oui, environ un an, je pense, oui. Il y a aussi des membres du réseau, Avenir égalitaire. Ils ont une grande expertise à mobiliser les Canadiens dans l'ère numérique. Donc, je suis vraiment emballé de notre travail collectif. C'est la première fois qu'on lance ce travail-là ensemble. Donc, accueillons Gina et Samantha de On Canada. Oui, merci. Oh, je m'entends dans le système de son. Est-ce que ça va pour les diapositives? Prenez votre temps. Sean est en coulisses, juste au cas où. Juste quelques points de logistique. Je suis la cofondatrice du projet On Canada. Voici Samantha, qui est également cofondatrice. On est très emballé de cet atelier. Ce sera très interactif. Donc, si vous voulez participer, donc vous pouvez vous approcher. Si vous voulez participer, il y a beaucoup de place en avant. Et si vous êtes seul, on va vous demander de vous tourner vers votre voisin pour peut-être discuter. Donc, peut-être former des groupes de 2 ou 3 pour que vous soyez avec des gens pour cette portion-là de l'activité. Et si c'est plus facile, si vous êtes le genre de personne qui va travailler durant notre présentation, peut-être aller vers l'arrière, peut-être pas jusqu'au fond, mais si vous voulez participer, approchez-vous. On sait qu'il y a des gens qui ont des travaux à remettre. On ne sera pas difficile, mais... Ah, merci, Sean. Donc, avant de commencer, je voudrais juste parler de reconnaissance de territoire. Donc, c'est une grande partie de la formation qu'on va lancer. Donc, vous allez entrer plus en détail là-dedans. Donc, commençons. Nous avons conçu notre expérience, notre programme à Toronto, et c'est sur un territoire traditionnel de plusieurs nations, entre autres Anishinaabe et les Wendat. Nous reconnaissons également que ce territoire compte diverses nations diversifiées. Nous reconnaissons que Toronto est couvert par le traité 13 et le traité Williams signé avec mais c'est ça, les parties de Toronto sont également non cédées. La reconnaissance de territoire nous permet de reconnaître l'espace physique sur lequel on occupe et ça nous permet de réfléchir sur nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je fais une reconnaissance de territoire pour Toronto. C'est où que je travaille, c'est où je travaille et où la formation a été créée. Quand je reconnais également moi-même. J'ai la peau brune pâle. Je pense à comment mes parents sont venus dans ce pays il y a plus de 30 ans et les répercussions de la colonisation qui ont bouleversé ma famille également. Je pense aussi aux colonisateurs qui sont venus ici il y a 400 ans
Cette occupation qui se poursuit de territoires non cédés a fait des dommages à la santé du pays et aux gardiens originaux du pays, soit les peuples autochtones. Nous avons été complices et on s'engage à continuer d'apprendre avec les Autochtones de ce pays. Pour faire ce travail, nous apprenons en tant qu'équipe et nous avons créé le oncanadaproject.ca/settlers et aussi OCP Indigenous sur Instagram avec plein de ressources d'apprentissage. Cette conversation-là, nous l'avons intégrée dans nos formations également pour qu'on puisse encourager d'autres gens, pour qu'ils puissent aller au-delà des reconnaissances de territoire et utiliser ces espaces-là pour faire une réflexion active et prévoir des espaces d'imputabilité. Pour poursuivre votre propre apprentissage, on vous demande de consulter le rapport sur la réconciliation, sur les enfants on vous rappelle que la réconciliation est une responsabilité nationale ainsi qu'individuelle. En tant que des gens non autochtones qui vivent au Canada, nous sommes des partenaires de traité et nous sommes solidaires avec les Autochtones et cette solidarité doit être sans cesse. La vérité et la réconciliation doivent faire partie de vos réflexions et de vos conversations. Sam et moi, en tant que cofondateurs, on y pense beaucoup. Parce que c'est une chose de dire ces choses-là et de se présenter à des événements, mais c'est d'autres choses de porter des gestes significatifs avec d'autres équipes et d'intégrer ces mots-là dans nos gestes et dans nos efforts. Donc aujourd'hui, on va parcourir plusieurs façons de faire ça. Donc, pour qu'on puisse aller au-delà du travail de performance qu'on essaie de faire, qu'on voit partout dans le monde, dans notre secteur, et être orienté un peu plus vers des gestes. C'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Nous sommes cofondatrices, mais nous sommes évidemment des humains aussi. Nous mettons toute notre vie dans ce travail. En plus d'être cofondatrice, je suis la fille aînée d'une famille d'immigrants et la première de ma famille à diplômer de l'université. L'anglais est une langue secondaire pour moi. Je travaille dans le milieu du non lucratif. Je veux commencer en disant que mes notes sont sur mon téléphone, donc j'ai l'air de texter, mais je lis mes notes. Donc, mon nom est Samantha. On est cofondatrice de OnCanada. Je vais en parler dans quelques instants. Si vous avez Instagram ou les médias sociaux, vous pouvez nous suivre. Je pense que vous allez apprécier. Mon nom est Samantha. Je suis la fille aînée de réfugiés. Mes gens ont quitté leur pays pas parce qu'ils rêvaient des hivers canadiens. Et une des stratégies des colonisateurs quand ils ont quitté, c'était de laisser le pays avec tellement de troubles que les gens du pays allaient se tourner les uns contre les autres. Les Tamouls se sont retrouvés avec une citoyenneté de second ordre. L'expérience de mes parents et de mes ancêtres a résulté en traumatisme intergénérationnel. Et pour ma part, j'ai un syndrome post-traumatique. Je suis d'une seconde génération de Tamouls au Canada. J'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma perspective sur le monde, comment l'équité, le traumatisme et des éléments de la santé et mes expériences professionnelles, en travaillant à l'université et en travaillant dans le milieu communautaire pour le changement. En termes du projet OnCanada, il a été lancé le 1er juillet 2020 pour adresser des lacunes dans les équités et dans les communications autour de la pandémie. Maintenant, nous utilisons nos voix pour utiliser un œil critique. En juillet 2021, Gina, avec qui je suis allé au secondaire également, s'est jointe comme cofondatrice du projet pour aider, pour que ça devienne une entreprise sociale.
On voulait équiper les millénarios et les générations Z. C'est ce qu'on essaie de faire à On Canada Project. Nous savons que le savoir est un pouvoir et on veut redonner le pouvoir dans les mains des gens. Parce qu'une démographie qui sait des choses est une démographie mobilisée. Quand nous sommes devenus une entreprise sociale, on a travaillé avec des partenaires qui ont développé des formations et d'autres groupes de focus qui sont à l'extérieur de notre grille et ça nous permet de ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire opérer dans notre zone. Et notre approche, on a besoin d'apporter du changement dans nos vies, dans nos communautés et dans notre pays, dans le monde, dans son ensemble. Gina, merci Sam. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Nous allons partager des histoires. Vous pouvez probablement le dire que raconter des histoires, ça fait partie de notre travail. On peut vous dire qu'il y a des diapos en français qui sont différentes des diapos en anglais. On veut comprendre les défis que vous affrontez présentement et aborder ces défis-là à travers le travail qu'on fait en montant des programmes de formation et des expériences. Un instant. Une des choses que Sam a dit et que je voulais vraiment répéter, c'est l'idée il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce secteur-ci. Et à travers On Canada Project, on veut travailler dans différents secteurs du système pour apporter des changements. Et il y a beaucoup d'activisme qui se fait dans le secteur à but non lucratif. Et ce qu'on aimerait faire dans cet atelier, dans cette formation, c'est penser les manières avec lesquelles on peut amplifier notre travail quand on le fait ensemble. Il y a beaucoup de bruit sur les médias sociaux. Ces plateformes ont été conçues pour donner l'occasion à tout le monde de participer, mais quand vous êtes sur ces plateformes-là, vous êtes en compétition avec beaucoup de bruit, entre guillemets. Et pourquoi il faut prendre cette approche-ci? C'est qu'il faut prendre un pas en arrière avant d'envoyer des messages ou des campagnes sur les médias sociaux et penser qui sont les gens autour de nous qui peuvent nous aider, comment on peut travailler ensemble de manière plus stratégique et s'engager pleinement dans ce travail-là, parce que c'est vraiment ce qui résonne auprès du public, c'est l'authenticité. Mais l'authenticité, ce n'est pas facile. Donc, comment on y arrive? On va vous en parler un peu plus en partageant notre formation, mais aussi en partageant des histoires sur les leçons que nous avons apprises. Ça fait partie de notre travail ici. Donc, avant de plonger, Sam et moi, on voulait juste prendre l'occasion pour s'interviewer l'une l'autre, pour partager ces histoires, comment on a appris à faire ça dans notre propre travail. Sean, si tu voulais mettre aucune diapo pendant qu'on discute, ça serait... Merci. OK, d'accord. Bienvenue au show Gina. Sam, nous travaillons sur le projet depuis 2 ans et nous avons plein de choses durant ce temps-là. On a aussi appris énormément en faisant des erreurs. Est-ce que tu me peux parler d'un moment où on a fait une erreur et comment on a appris de ces erreurs-là et comment on a travaillé avec notre équipe de contenu? Oui, je pense qu'une des choses que je me rappelle tout le temps, c'est que je me sens comme, oui, je pense que c'est vrai pour toi aussi. On est des perfectionnistes et il y a beaucoup de femmes de couleur qui s'identifient à ça parce qu'on s'imagine qu'il faut être bon partout. Donc, c'est la même chose avec les médias sociaux. On n'est pas nécessairement des experts sur ça en particulier, mais on ne veut pas se tromper. Et honnêtement, si ça n'avait pas été de la pandémie, je ne sais pas si j'aurais fait le saut, si j'aurais fait le saut si loin. Il n'y a pas de contenu équitable. Donc, qu'est-ce qu'on fait si vous êtes dans une unité multigénérationnelle? Si vous avez juste une salle de bain, qu'est-ce qui arrive si vous n'avez pas de maison? Ce n'était pas clair. Donc, je suis embarqué là-dedans avec une compréhension que je ne saurais pas tout et ça m'a donné
un filet de sûreté. Mais ce qui me vient en tête quand je pense à nos erreurs et les retours de ces erreurs-là, il y a un an, quand on a commencé, quand on a trouvé les 215 enfants dans un cimetière à Kamloops, à cause des pensionnats, près des pensionnats, on a fait un post qui est devenu très viral et on a parlé du problème, on a donné du contexte aux Canadiens à propos de ces problèmes-là, à propos de notre système d'éducation, que le système d'éducation laisse tomber. Et en écrivant, tout le monde, on a fait comprendre que tous ceux qui ne sont pas autochtones sont des colonisateurs. C'est toujours ma référence. Il y a une scène dans Parks and Recreation. Il y a une fille, quand elle se fait crier après, c'est quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup à ça. Les gens qui criaient ou qui expliquent vraiment poliment pourquoi ça les a offensés, pourquoi c'était blessant. Et c'était très viral. On voulait peut-être enlever le post ou l'ignorer, parce que si on l'enlève le post, c'est comme si on l'ignore, c'est comme si on ne l'avait jamais fait. Ou s'asseoir avec le malaise du moment. Et je pense qu'à ce moment-là, on a décidé de se demander qu'est-ce qu'on a fait de mal et poursuivre à partir de là. Donc, on s'est tourné vers quelqu'un. On a eu une rencontre FaceTime avec quelqu'un, parce que juste texter tout le temps, c'était pas payant. Donc, on lui a dit, on a fait une erreur, comment on pourrait approcher ça à l'avenir? Et elle nous a dit, on ne peut pas vraiment mettre tout le monde qui n'est pas autochtone dans le même plat, Quand on a des gens dans ce pays-ci qui sont juste ici parce que leur pays d'origine était rempli de suprématie blanche. On a essayé de bien faire les choses, mais on s'est trompé. C'était décevant, mais travailler avec Carla, on s'est assis, on a discuté de qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Et on a parlé du racisme anti-noir. À quoi ressemblait ce racisme-là dans notre pays? Voici ce qu'on aurait dû dire, mais bon, voici ce qu'on a dit, on s'excuse. Et honnêtement, c'est après ça que les gens nous ont aimés, parce que publiquement, on s'est tenu responsable et au lieu de pas en parler, on s'est dit comment on peut faire mieux à l'avenir. Et on a vécu avec le malaise. Et on s'est dit qu'on avait des choses à apprendre en tant qu'équipe. Oui, absolument. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent s'identifier à ça. Vous voulez que votre organisation fasse du travail, mais ici, la culture de l'annulation, elle est réelle. Oh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est vraiment réel. On l'a entendu aujourd'hui dans le panel. Une partie de ce travail ici, c'est de reconnaître que ces plateformes-là et le perfectionniste va nous nuire. Nos causes nous demandent de mobiliser des gens et ce qu'on fait avec nos équipes, c'est quand on se fait annuler ou canceller, on ne peut pas vraiment changer notre message. On ne peut pas faire un message qui va être parfait. Donc, comment avoir ces conversations-là et avoir cet état d'esprit-là? On va en parler dans notre formation, mais on voulait juste en parler rapidement. Et ce que tu dis, c'est la culture de l'annulation, c'est être imputable pour les erreurs qu'on a faites. C'est pas mauvais, ça. C'est comment on s'améliore. On ne voulait pas se faire annuler. On s'est fait dire, vous faites du bon travail, vous avez fait une erreur, ça a été blessant pour certaines personnes. Faites mieux, c'est tout. On peut avoir peur et arrêter de parler de ces enjeux-là, ou on peut se retrousser les manches et faire mieux à l'avenir. Oui, donc on va continuer en ce sens-là. Absolument, c'est un parcours de toute une vie. J'en ai parlé plus tôt, l'importance d'être authentique, de passer à travers le bruit. Il y a plein de gens qui se mobilisent dans des choses qui sentent qu'ils sont authentiques. Et dès qu'on déroge de ça,
Et nous, on cherche à être authentique. Mais ça a été long avant d'arriver là. Ça n'a pas toujours été comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours-là? Un de mes parcours préférés dans ce projet-là, c'est comme la rapidité avec laquelle on a pris tout ce qu'on entendait de tout le monde. Il y a une façon de faire des communications, il y a des façons de faire des médias sociaux. Mais avec ce syndrome de l'imposteur, il y a des gens sur notre équipe qui ont étudié les communications et les médias sociaux, mais ce qui n'est pas mon cas. Donc, je me suis souvenu que je me sentais qu'on poursuivait, qu'on était comme une voix détachée. On ne mettait pas notre cœur et notre chaleur dans le message. Il n'y avait pas de personnalité, on ne pouvait pas s'identifier. On se disait, personne ne va pouvoir lire ça et se sentir valorisé ou reconnu. Ils ne se sentiront pas qu'ils connectent avec les gens derrière le message. Donc, ils ne prendront pas notre message. Et je pense que nous avions des gens sur notre équipe qui, très ouvertement, ont dit on ne devrait pas mettre de chaleur dans nos messages. On sait ce qui va résonner chez nos amis, dans nos communautés, comment on amène. Voici comment ça devrait être fait tout le temps. C'est comme ça que ça devrait être toujours fait. Si on l'avait su d'avance, on aurait changé bien des choses à l'avance. Donc, il faut perturber les choses, il faut que ça soit dans notre nature et chercher des façons alternatives de faire les choses. Donc, on suivait, il y a des gens qui nous suivaient de plus en plus, on grossissait de mois en mois et je me suis dit, essayons de mettre de la personnalité dans nos contenus. On devrait parler des gens qui sont derrière le compte sont très racialisés et faire entrer nos identités dans notre travail. Et ça a augmenté exponentiellement les gens qui nous suivaient parce que les gens s'identifiaient à ça. Parce que ce n'était plus du bruit, ça avait une valeur unique. Et les gens se sentaient vus. Ça a bénéficié notre équipe. Et cette personne-là qui était bénévole sur notre projet à l'époque, elle a dû quitter parce qu'elle n'était pas confortable, elle n'était pas d'accord sur notre orientation, mais c'est les gens qui font leur travail avec vous doivent s'adapter et rentrer dans cette zone d'inconfort-là. Il y a certaines personnes qui... Oui, absolument. Construire ces mouvements sociaux-là, surtout avec les plateformes de médias sociaux, c'est faut vraiment, c'est un talent particulier. On n'est pas allé à l'école en communication, on a étudié en santé. Et évidemment, ça joue sur notre état d'esprit, mais ça prend plusieurs habiletés qu'on met ensemble. Et il faut apprendre des habiletés pour créer ce genre de travail. Et Debbie l'a dit plus tôt aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut amener nos expériences vécues dans notre travail? Parce que c'est ça qui rejoint les gens. Donc, en tant que leader, comment est-ce que vous construisez ces occasions-là? C'est quoi que vous mettez en valeur sur l'équipe? Et comment vous servez-vous de cette vulnérabilité-là comme modèle? Et une autre de mes conversations préférées, c'est l'idée de neutralité. On lit les journaux, on lit la plupart de nos médias et ça sonne d'une certaine manière et notre contenu est différent. Et maintenant, on navigue dans la neutralité. Parlons-en un peu. Avant, on était des amis qui parlaient d'autres choses, mais maintenant, on parle que de ça. La plupart d'entre nous ici, il y a plein de gens dans notre vie qui ne se disent pas activistes mais s'ils prenaient le temps d'y réfléchir, on sentirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On regarde le monde autour de nous. Ça n'a aucun sens qu'il y ait autant d'équité. Il y a des milliardaires qui vont dans l'espace, mais encore de la pauvreté. Ça n'a aucun sens. Mais malgré ça, on n'en parle pas de ces enjeux-là dans les médias. On ne voit pas réellement, on ne voit pas ces enjeux-là il y a
il y a des bons, on dit qu'il y a des bonnes personnes des deux côtés. Les mots ont un poids et je pense que je n'avais pas encore compris ça jusqu'à temps que je vois un post. Il y a un post sur Instagram sur la neutralité. C'était pourquoi la neutralité est problématique et pourquoi, si on force les jeunes à utiliser un langage neutre à l'école, utiliser la neutralité pour parler d'enjeux, c'est problématique parce que le Canada est incroyable, mais mais c'est super violent. Mais je pense que si on ne nomme pas les choses et si on force les gens à parler de choses comme si elles étaient neutres, on ne rend pas service aux gens parce qu'ils le sentent, mais ils n'auront pas les mots pour le dire. Et c'était mon cas quand j'ai vu ce post-là. Et on a pleuré en groupe autour de ce post-là. Et on écrivait un post sur... Ça se passait en Europe, je crois. Il y avait il y avait un message de relations publiques. On n'a plus besoin de ça. Tous ceux qui portent un couvre-chef, c'est comme les femmes musulmanes. Tout ce qui se porte sur la tête, c'est pas bon, on va mettre fin à ça. Mais c'est une politique de phobie, ça. Ce qu'ils font, c'est problématique. Il faut le nommer, la suprématie blanche dans cette nation. Il faut en parler dans notre... Et il y a des gens dans notre équipe qui sont allés à l'école en journalisme, en communication. J'ai pas de... Mais ces gens-là nous ont dit, c'est pas comme ça qu'on nous a appris à rapporter ces faits-là. Et c'est pas ça le problème. Pourquoi on ne nomme pas ces choses-là pour ce qu'elles sont? Donc, chez nous, on en parle tout le temps. C'est un moment pivot pour nous parce que à partir de ce point-là, nous avons commencé à nommer les choses. Il n'y a rien sur notre grille maintenant qui ne parle pas de suprématie blanche. On parle d'enjeux sociaux dans notre pays et maintenant, on ramène ça à l'inéquité systématique et on a décentralisé le confort blanc. Et ce faisant, on a invité les bons alliés blancs vers notre travail, en plus de faire en sorte que les gens BIPOC soient vus. La neutralité, c'est les deux facettes d'une même pièce. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Ce n'est pas censé pour moi. Notre groupe ne le fait pas et parler de financer ces mécanismes, qu'on en a parlé plus tôt. Nous savons ce que nous voulons dire, mais il y a des obstacles qui nous empêchent de diffuser ces messages de cette manière. Et les infrastructures dans ces organismes et l'état d'esprit n'ont pas rattrapé les dynamiques existantes. Et c'est ce dont on va discuter durant la prochaine heure. C'était tout simplement une introduction aux réalités auxquelles nous faisons face. Nous voulions maintenant vous accorder un moment, laisser notre témoignage résonner et regarder les gens autour de vous, discuter avec eux pendant 3 minutes sur les enjeux que nous avons soulevés. Quels sont vos plus grands défis? Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager dans la communauté? Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans votre travail? Comment aimeriez contribuer? Et qu'est-ce qui vous empêche de vous impliquer? On parle de plaidoyer en ligne, financement. Donc, essayez d'entamer une conversation avec les gens qui sont près de vous et ensuite on passera à la prochaine activité.
Where'd my phone go? Où est mon téléphone? That's why I apologize. I was like, I feel like I thought you were wrapping up because you were like, this bitch talking too much. So Yeah, I just wanted to, because we're already 30 minutes in. yeah, Yeah, but I can talk about it when we talk about old power. New old power. power, new power. So do you want me to introduce this by saying the way in which we do our work isn't something you just do on the grid? Do you know what I mean? Like what I would have introduced here, and then could you talk about the? Well, I can just talk about it. Yeah. When did we get them to start doing this? So 2 minutes ago. 51. 52. Of course, I'm cold. Put my shawl on. So on brand. That was okay. Matches quite well. Copy that? Yeah. I'm ready to restart. Do I have to tell you guys that we're ready to restart? Yeah. Yeah. Chat, chat. All right. So, OK. testing, testing. Test, test. Can't see it. My mic. Sean, can I get my mic on, please? Testing, testing. Can I get? Okay, it's up. Hello? Testing. Hi. Testing. Because that was covered. All right, folks, so we're going to come back together. Sorry, Donc, on est de retour. Je suis désolée de vous avoir interrompu. Je vais vous accorder 30 secondes de plus. It feels less loud. On dirait que je vous entends moins bien. Nothing is as effective as in kindergarten when they clap. I know. All right, so I'd love to hear. J'aimerais entendre
dans des défis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait témoigner? Vous pouvez lever la main. Désolée, l'oratrice s'exprime sans micro, donc c'est inaudible pour l'interprète. Il y a quelques jours, on a une liste. L'interprète s'excuse, mais le son est extrêmement mauvais. Quelque chose qui est illégal. On doit parler de ça sur les réseaux sociaux. On doit impliquer les parents, les enseignants, leur dire que c'est quelque chose d'inapproprié à faire le dernier jour de l'école. Et la réponse a été, on pourrait être annulé. Les gens ne voudront pas s'impliquer. Il y a certaines résistances. On ne comprend pas l'objectif des réseaux sociaux. Il faut impliquer les jeunes. C'était décevant parce qu'on n'a pas eu de réponse. Et après 5 ans après, on va sûrement entendre parler de ces jeunes. Je veux dire, j'ai participé à la journée PEP pour les finissants et je pensais que j'étais en sécurité, mais je n'ai pas été protégée. Oui, quel est votre nom? Amnesty. Merci d'avoir partagé Amnesty. Je pense que c'est très important. La distinction entre que ces plateformes peuvent être utilisées à bon escient, mais il y a une certaine peur et hésitation au niveau des dirigeants. D'abord ici, puis ensuite, après, je m'appelle Hanan. Je travaille, étudie en politique et je partage avec le groupe. Quand je travaille avec des femmes, je les encourage à partager leur vécu. Je les encourage à occuper des positions de pouvoir. Et les défis, je parle des campagnes de peur, surtout la peur d'entendre des commentaires racistes. Vous savez, de dire de retourner dans votre pays. Mais ce qui m'effraie, c'est la violence, les menaces que nous recevons sur les réseaux sociaux lorsque nous menons nos campagnes. Ce n'est pas seulement effrayant, mais ça a un impact également sur notre santé mentale. Je partage avec l'équipe également. Je veux trouver des solutions. Je suis tout à fait d'accord. C'est tellement valide. Les organisations ne parlent pas aux gens, ce sont des gens qui parlent à des gens. Et on utilise des porte-paroles, mais on doit s'assurer qu'ils se sentent soutenus. Surtout, ce sont des femmes racisées. Et je pense que c'est une part essentielle de ceci. Une des activités qu'on va faire plus tard va parler de défense de droits, de plaidoyer, de militantisme. Donc, OK. Alors, le micro s'approche. Merci. Merci. Je m'appelle Caroline Souffrant. Pour moi, l'un des défis, je suis une chroniqueur au Québec. J'écris régulièrement des éditoriaux. J'ai été victime de cyber-intimidation. Je me suis éloignée des réseaux sociaux. Je publie moins parce que j'essaie de me protéger. Donc, c'est un des défis auxquels je fais face. Comment se protéger en faisant ce travail? Et quel est le rôle des organisations? Parce qu'ils n'adoptent pas une position qui disent que c'est ridicule. Mais, désolé, ce passage a été inaudible pour l'interprète. Donc, la neutralité n'existe pas. Je vois qu'il y a une main levée derrière. Je m'appelle Kelsey.
Je travaille pour un organisme à but non lucratif pour les personnes queer en Alberta. Nous ne sommes que 2. Donc, je m'occupe des communications. Je suis également la seule employée à temps plein qui s'occupe de 100 jeunes queer. Donc, c'est un manque de ressources. Parfois, je m'inquiète que les jeunes soient ciblés parce qu'ils interagissent beaucoup avec nos réseaux sociaux. Et parfois, c'est suffisant pour qu'ils reçoivent des commentaires transphobes ou homophobes. Alors, comment les garder en sécurité? Et moi-même, puisque je fais partie de la communauté trans et non-binaire, ça a un impact également sur moi. Comment soutenir tous les gens dans la communauté et l'équipe de gens qui travaillent sur ces enjeux? Oui, on parle beaucoup de sécurité, on parle de protection d'espaces sécuritaires. Comment faire ce travail en tant qu'un petit organisme en sachant que ces mouvements, grâce aux réseaux sociaux, nous devenons beaucoup plus puissants. Mais les gens que nous accueillons dans nos mouvements, nous devons réfléchir à leurs besoins et comment tout cela peut les affecter. Merci d'avoir partagé. Nous aurons beaucoup plus de temps pour le partage, mais nous allons passer à autre chose. Nous avons tellement de choses à discuter avec vous. Mais avant de continuer, Ty, j'aimerais faire un lien avec ses commentaires. Donc, cette partie n'a pas été traduite en français. L'une des choses qui a inspiré le travail que nous faisons, c'est ce que j'appelle les nouveaux pouvoirs. OK. Donc, je vous recommande ce livre si vous cherchez à connaître le contexte sur les réseaux sociaux et comment ces réseaux sociaux ont débuté. C'est un livre qui date un peu, mais ça vous donne les mots pour parler des réseaux sociaux et cette manière décentralisée de s'exprimer et comment utiliser ces plateformes comme carburant pour nos mouvements. Et nous devons savoir comment utiliser le pouvoir de ces plateformes. Et ces plateformes deviennent de plus en plus influentes parce qu'elles souscrivent à ces nouvelles valeurs, à ces valeurs de nouveaux pouvoirs. On parle de gouvernance en réseau, comment nous, en tant qu'organisation, travaillons ensemble et d'avoir un groupe centralisé d'experts qui contrôlent le narratif, comment créer des structures qui nous permettent de faire cela et comment parler de transparence radicale. De quoi est-ce que ça aura l'air dans nos organismes pour avoir des conversations beaucoup plus libres? La culture du créateur, ça fait partie de notre culture plutôt que tout le monde peut partager ses connaissances. Donc, nous n'avons pas été formés comme journalistes, mais nous pouvons discuter ou bien écrire sur des enjeux. Donc, on veut créer ce projet On Canada. L'une des choses que nous avons trouvées utiles, c'est d'avoir une philosophie interne qui nous guide. Donc, ça également, c'est un livre par Jennifer Ambers. Ça nous donne les mots. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de diriger une organisation féministe, comment incorporer ces valeurs dans le processus de prise de décision, mais pas juste une organisation féministe, mais également féminine. On a parlé de l'économie masculine, du capitalisme. Essayer de voir, et on la compare à une économie féminine qui est beaucoup plus collaborative. C'est pour ça que on parle ici de
de communication à la loupe. C'est pour ça que nous avons nommé cet atelier communication à la loupe. Donc, le travail de communication, quels sont les narratifs et récits avec lesquels vous équipez pour aider à changer l'état d'esprit des membres de votre équipe? Donc, c'est certaines ressources que je voulais vous donner si jamais vous êtes curieux, vous voulez en savoir plus. Est-ce que quelqu'un... OK, c'est ici. Is there a magic person? Like this lost her mind. Oh yes, exciting! Wow, you got a prize. D'accord. Thank you. We found it. Merci. Nous l'avons trouvé. All right. So moving into our training and what we're here to do. On va parler de notre formation. So the training that we've created. La formation que nous avons créée, ça a commencé avec cette idée. On avait besoin de ressources. Sam et moi, on a parlé d'une trousse d'outils, de ressources, et on s'est posé la question, est-ce que c'est un problème de ressources ou bien de trousse à outils? Et les conversations que nous avons tenues, c'est qu'il y a beaucoup de tensions. Nous n'avons pas les mots pour en parler. On veut parler de sécurité, on veut parler du travail personnel pour diriger ce genre d'organisation et notre état d'esprit pour diriger ce genre d'organisation. Comment y parvenir? Donc, vous avez créé cette formation pour aider votre équipe à faire de l'introspection. Donc, c'est beaucoup plus des conversations partagées, des témoignages, aider votre équipe à se poser des questions difficiles, initier des dialogues régulièrement, parce que c'est vraiment une approche, un style de vie pour intégrer ces idées dans votre travail. Et comme le titre de cet atelier, c'est vraiment de regarder ça à la loupe. C'est comment nous gérons notre équipe de communication, comment nous établissons des liens avec la communauté. Et on parle également d'engagement en ligne. Par exemple, créer un événement en personne dans une communauté, il faut le savoir comment le faire et il faut avoir la même volonté, la même intention que lorsqu'on le fait en ligne. Comment s'assurer? Par exemple, pour nous, lorsque nous faisons cela, nous savions que nous ne serions pas en mesure de tout faire. Nous avons collaboré avec bien des gens pour y parvenir. Je pense que nous avons tous une perspective unique, valeur, connaissance également, puisque nous avons tous nos éclairs de génie qui nous appartiennent pour s'assurer que cette entité intersectionnelle, la sécurité psychologique, pour être en mesure de prendre soin les uns des autres et d'effectuer le travail. J'aimerais vous dire certaines parties de cette formation. Je vais rentrer plus en détail. Les leçons sur l'engagement communautaire. Ce module a été conçu à travers une approche de narratif. Plutôt de commencer l'apprentissage avec une approche magistrale, nous avons plutôt appris des leçons de l'engagement communautaire de gens qui le faisaient sur le terrain. Nous utilisons ces leçons à concevoir une feuille de route pour guider les gens dans les plaidoyers. J'aimerais attirer votre attention sur les deux modules. Nous commençons à parler de pleine conscience, comment nous nous traitons. Donc, nous devons reconnaître
que les mouvements que nous dirigeons, ce sont des expériences extrêmement personnelles. Comment soutenons-nous notre équipe, s'assurer de leur sécurité grâce à la pleine conscience et en faisant des exercices qui nomment l'inconfort. Le second module, on parle de justice, d'équité, diversité et inclusion. Et ça doit commencer, ces exercices, on commence par le soi avant de commencer à concevoir des espaces pour les autres et les communautés. C'est extrêmement important. J'ai travaillé dans souvent ces formations EDI, équité, diversité et inclusion, ne sont inaccessibles pour les petites entreprises. Donc, il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas regarder les choses à travers ce prisme. Et ensuite, on va parler de l'engagement communautaire. On va parler d'études de cas. On va vous montrer un peu une des études de cas et faire des exercices, mais ces études de cas nous aident à mettre en pratique certains des cadres de travail dont nous parlons dans le module 3. Et nous avons une étude de cas dont j'ai parlé lors de la reconnaissance des territoires et savoir comment aller au-delà des reconnaissances des territoires. Et encore une fois, une façon assez facile de mettre en pratique les choses dont on a parlé dans la leçon 3, savoir comment vous présenter la reconnaissance des territoires et comment intégrer certaines des stratégies lorsque vous défendez certaines causes. En allant de l'avant, nous voulons également parler d'état d'esprit, de leadership. Nous avons eu une conversation table ronde, un programme de formation qui nomme certains des états d'esprit qui nous permettent d'accomplir ce que nous désirons accomplir. Donc, il y a une formation. Ce sont des conversations qui pourraient avoir au cours des 2 prochains mois. On peut penser à d'autres façons de faire. À la fin de cette présentation, on va essayer de trouver des façons créatives d'utiliser cette formation. Les vidéos que nous avons utilisées sont très courtes puisque nous sommes tous en déficit d'attention. Et il y a également des réflexions, des exercices de pleine conscience. Et vous voyez que cette conversation, ici sur le côté, c'est de ça qu'auront l'air les vidéos. C'est comme si vous écoutiez des gens avoir une conversation dans leur salon, parce que la peur est une part intégrante de ce travail. On aide les gens à dévoiler certaines choses. Donc, on ne peut pas passer par-dessus. Vous devez avoir des conversations inconfortables à l'interne avant de les avoir à l'externe. Donc, on doit vraiment avoir un script pour initier ces conversations. Et une grande partie de notre travail, et j'adore regarder ce diagramme, ça me montre comment on est passé de cette zone de peur, cette zone d'apprentissage et ensuite cette zone de croissance et d'une façon qui résonne avec les gens et d'avoir la capacité, par exemple, on est prudent, on s'assure que personne n'est offensé, mais souvent, on oublie d'inclure certaines personnes. Donc, il faut aller au-delà pour avoir des occasions d'apprentissage et parvenir à cet espace de croissance. Mais la croissance est une croissance continue lorsqu'on continue à faire ce travail. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Alors que nous faisons ces exercices avec vous, on va essayer de voir où vous vous trouvez en tant qu'individu. Donc, où vous vous trouvez, peut-être, il n'y a pas
on ne doit pas être parfait, ou peu importe où vous vous trouvez, du côté de la peur ou du côté de la croissance. On va tous évoluer. Et quelque chose que nous aimons, ça vous donne les mots pour nommer. Lorsque une conversation tire vers la peur, on peut utiliser ces mots, savoir est-ce que notre décision est basée sur la peur, comment est-ce qu'on peut passer à l'apprentissage et à la croissance. Et la quatrième partie de cette formation, vous allez voir un exemple lorsqu'on va parler de l'étude de cas. De quoi a l'air une pensée lorsqu'on parle d'une pensée de peur, une pensée d'apprentissage ou une pensée de croissance, pour essayer d'identifier où on se trouve et pour nous aider à prendre des décisions, surtout lorsque ces décisions ont un impact sur la façon dont on parle à une communauté. Mon exemple préféré de ce projet, c'est même OK, on est toujours dans la période de croissance, mais je pense que le meilleur exemple, c'est cette année, nous voulions parler de la lutte palestinienne et comment le présenter dans son contexte, parce que souvent, le média le présente comme un conflit. Et c'est comme si ce n'est pas un conflit. Un conflit, c'est lorsque deux personnes se retrouvent sur un pied d'égalité. Mais ici, on parle de gens qui essaient de survivre. Est-ce qu'on devrait l'appeler un conflit? Et, et l'un des membres de notre équipe a dit, j'ai peur. Comment aller au-delà et d'en parler d'une façon qui nous permet dans cet espace d'apprentissage? Et lorsqu'on vient à l'état d'esprit, nous sommes des êtres humains. Comment essayer d'établir des structures qui tiennent compte de nos émotions. Donc, avoir un mot pour parler de nos émotions en faisant ce travail. Okay, so before we get to our activity, Avant de passer à nos activités, je voudrais présenter l'aspect actif, le travail finalement de cet atelier. Comme je l'ai dit, nous avons 2 clips pour nous aider à vraiment développer notre plaidoyer personnel. Alors, je vais vous le montrer. Ça va être un petit peu compliqué. Nous avons dessiné donc une carte de réseautage, de réseau, et où est-ce que l'on doit se placer, se situer entre la communauté que vous voulez aider et les messages donc à mettre en œuvre. Sur le module 3 de notre formation, qui concerne donc le cadre de notre organisation, cette étude de cas précisément est comment, en tant qu'acteur, nous pouvons développer notre implication personnelle en termes de plaidoyer, en soutenant les organisations qui participent à ce plaidoyer, mais vous également, vous pouvez être plus à même, ou alors vous êtes un leader également dans ce plaidoyer. Et vous voulez donc vraiment vous impliquer dans ce rôle. Et comment procédez-vous? Donc, c'est vraiment, quand on y repense, nous avons fait un partenariat avec cette personne que vous connaissez, qui était présent lors de la pandémie. Il a vraiment beaucoup parlé de l'engagement numérique. Et Dr. Alia Bibi a vraiment participé pleinement au développement des prises en charge et de la considération et de l'aspect stratégique également, et de quelle manière il utilise les réseaux sociaux pour ses politiques de sensibilisation et comment nous pouvons créer davantage d'intention dans nos activités. Donc, notre ami Sean ici va nous lancer le vidéoclip. Après la présentation de ce clip, nous parlerons de communication et comment est-il en tant que personne et comment tout son aspect à la fois personnel et professionnel s'entrecroisent. Et bien sûr, souvent, ce n'est pas facile. Nous y sommes tous confrontés. Il a près de 40 000 abonnés sur Twitter.
il est vraiment, on sent vraiment une connexion très, très rapide et très facile avec lui. Oui, absolument. On peut donc lancer ce vidéoclip et nous aurons par la suite, nous aborderons vos questions par la suite et n'hésitez pas à prendre des notes au fur et à mesure de l'écoute. Lorsque je pense au plaidoyer, lorsqu'on y revient, je pense que les différents niveaux que nous pouvons avoir qui permettent de marquer la différence au sein de nos communautés, je réalise alors que la plupart de mes collègues travaillent à un petit niveau au quotidien, à un micro-niveau pour les dire ainsi. Et il suffit de faire le pas de plus pour vraiment faire la différence et y aller, s'engager dans ce plaidoyer. Énormément d'exemples dans les quartiers, les actions que nous mettons en œuvre dans les quartiers ou des programmes destinés aux enfants et des interventions qui permettent d'aider les personnes. Après, au niveau un peu plus important, les activistes qui permettent de signer des pétitions et afin de permettre justement de développer cette prise de conscience et de sensibiliser. Et au niveau également, à de multiples niveaux également, nous pouvons intervenir. Et lorsque j'ai commencé à réaliser que c'était ces niveaux-là qui existaient, j'ai commencé à vraiment reconnaître au niveau des réseaux sociaux et que les personnes qui me préoccupent, qui m'intéressent, eh bien, c'est eux qui me guident. Et c'est vraiment ce potentiel-là qui permet de faire la différence. Et c'est vraiment l'ensemble de ces récits en termes de compassion, toutes ces histoires, ces expériences que nous pouvons rassembler. L'aspect et qu'est-ce que cela implique finalement de fournir des soins, de prêter attention à ces personnes. Nous n'avons jamais pensé que toutes les communautés autour desquelles nous travaillons puissent être connectées aux médias, aux journalistes. Nous n'avons jamais oublié lorsque notre première histoire a été publiée en 2014 sur les travaux que nous effectuions à travers le pays où nous parlions des différents programmes sur le terrain, de nombreux messages courriels, messages de texte que j'ai pu recevoir des personnes qui m'expliquaient la situation dans les rues au Canada. Les Canadiens font vraiment preuve de beaucoup de compassion. Et souvent, on peut vivre dans un monde assez obscur et triste. Et cette sensation, ces émotions que la plupart des Canadiens expriment, dans mon cas, vraiment touche en profondeur. Les Canadiens se préoccupent de leurs voisins, se préoccupent de l'aspect de l'humanité et se préoccupent mutuellement, s'entraident. Et nous avons là un potentiel d'élever tout cela, d'autonomiser tout cela et d'inspirer finalement tout cela dans les réseaux sociaux. Merci, Sharon. Très bien. Beaucoup de ces travaux suivent ce que nous appelons un réseau personnel de plaidoyer, comme nous l'appelons. Et en tant que leader, lorsque vous commencez à travailler ainsi, c'est vraiment créer une cartographie de l'ensemble des conversations abordées et des bruits, comme on peut l'appeler entre guillemets. Donc, beaucoup de ce que nous parlions autour du fait d'identifier le niveau auquel vous pouvez agir. Comment est-ce que les bonnes idées se diffusent? Qui sont finalement les personnes innovantes? Qu'est-ce qui se passe autour de moi également? Quelles sont les questions que l'on peut aborder autour de soi? Quelles sont les questions qui peuvent être connectées directement à mes travaux, à mes activités? Donc, ça a été la première étape pour développer une approche qui concerne vraiment la cartographie de notre espace d'intervention. Numéro 4, on voit le travail de comment élaborer un message auprès de la communauté. Énormément de personnes ont commencé sur le terrain directement. Quel est le message? Comment nous le transmettons? Comment est-ce que l'on crée finalement une certaine marque? Comment nous diffusons cette marque? Et cela a rencontré énormément de succès au sein,
concernant le modèle d'application au sein de la communauté. Il s'agit vraiment de travailler ensemble, d'amplifier le message, d'amplifier les travaux sur le terrain. Donc, en faisant ainsi, au début, on commence à comprendre l'espace que nous occupons et on comprend ces mécanismes de pouvoir inhérents. Il y a un exercice de réflexion individuelle. Nous allons vous donner 3 petites minutes si vous voulez prendre des notes donc, individuellement pour réfléchir à tout cela. Puis, nous écouterons vos questions et nous écouterons par la suite une autre vidéo et nous développerons la seconde activité. Seconds, so I'll let you finish up that thought, and these reflections will carry into the next. Secondes, et nous apporterons ces réflexions jusqu'à l'activité suivante. Très bien, nous sommes prêts pour la deuxième vidéo. Deuxième vidéo, dès que vous êtes prêts. Il est important parce que le système n'est pas qu'un simple flux, il est dessiné, il est conçu ainsi pour exclure tellement de personnes qui sont vulnérables, personnes qui n'ont pas accès au même soutien, aux mêmes moyens, qui n'ont pas le capital social. Cela veut dire que énormément de personnes au sein de nos communautés qui sont laissées vraiment complètement derrière et qui finalement on voit alors les personnes avec énormément de privilèges. Alors, nous avons vu au cours des années 70 énormément de réfugiés qui venaient au Canada, qui fuyaient les persécutions dans de nombreux pays, en Afrique, notamment en Ouganda en particulier, et de nombreux migrants, de réfugiés qui pour moi ont permis, ça a été de grands défis à relever. Je pense que souvent, les personnes originaires d'Asie du Sud, les réfugiés
africains. Mes parents ont dû montrer qu'ils étaient bien ensemble et qu'ils se concentraient sur leur survie. Finalement, c'était l'expérience de ce que la plupart des réfugiés ont vécu. Et lorsque vous vous êtes vraiment rejeté dans énormément de pays, même de la part de différentes ambassades, certains des membres de nos familles ont vécu dans les camps de réfugiés et au cours de ces années, nous avons pu fournir des soins, nous préoccuper et nous engager auprès de ces personnes. Moi, j'emporte avec moi l'histoire de mes parents et de leurs expériences et de leur succès, de leur capacité à pouvoir connecter à l'ensemble de la société. Les connexions sociales sont complètement débloquées. Tout le monde peut avoir la chance aujourd'hui. Je vois l'impact de tout cela dans la rue, sur les hôpitaux. La pandémie de COVID-19 a été un électrochoc. Ça a permis de comprendre ce qu'était vraiment la compassion. Lorsque l'on pense à la prochaine génération de personnes qui vont vraiment servir nos communautés, nous devons vraiment demander aux réfugiés et aux professionnels de la santé de partager leur expérience à faire face à de nombreux problèmes sociaux. Donc, c'est vraiment une grande partie de qui je suis, de ce que je fais. Je pense que la résistance nous permet d'aller de l'avant, faire preuve d'empathie et de compassion. Nous n'avons pas forcément à passer par des faits difficiles pour faire preuve de compassion. C'est la raison pour laquelle il est important, tellement de causes dans ce pays, l'accès à l'eau potable, par exemple, l'accès au logement, l'accès à la justice sociale. Nous sommes meilleurs lorsque nous luttons ensemble, en solidarité, plutôt que de façon individuelle et indépendante. Voilà, société et de nombreux espaces, nous sommes très, très organisés, très coordonnés, très bien financés. C'est la raison pour laquelle la résistance doit être coordonnée et doit être connectée et effectuée par compassion et en harmonie mutuelle. Je rêve vraiment d'une société où nous pouvons parler d'égalité, où les personnes peuvent obtenir les mêmes choses pour être heureux, puissent avoir accès à davantage d'équité et d'une société vraiment fondée qui repose vraiment sur la justice. Elles peuvent aller où elles veulent, comme elles veulent, sans dépendre de quiconque. Et lorsqu'on y arrive, eh bien, la compassion, la solidarité, la résistance, eh bien, c'est l'amour également. Oui, si vous voulez applaudir, allez-y. Énormément de choses partagées au cours de cette dernière vidéo est vraiment un exemple de ce qui peut nous présenter l'intersectionnalité dans nos travaux. Et cette intersectionnalité, c'est ce que Alexander, c'est vraiment une grande partie de ce diagramme. Vous pouvez apporter différentes perspectives. Et c'est la faculté de pouvoir avoir un impact sur vos engagements individuels, personnels. Et c'est vraiment un exemple de ce qu'il a reflété dans son expérience personnelle, dont nous parlions un peu plus tôt, en particulier dans notre espace personnel. C'est très important, mais c'est très difficile également de créer l'espace pour cela en tant que leader, en reconnaissant le rôle de chacun et comment vous pouvez le soutenir et comprendre tout ce qui se passe. Donc, c'est
C'est ce qui permet de créer du contenu, un message authentique. Donc, comment pouvez-vous entamer ces conversations? Dans notre deuxième étude de cas, le futur de nos ancêtres, l'héritage de nos ancêtres, nous voulons, est-ce que l'on veut le faire de façon intentionnelle? Mais j'aimerais maintenant saluer les voisins auxquels vous avez parlé depuis le début et prendre ces réflexions et passer à ces conversations. Donc, ce que nous essayons de faire ici, c'est vraiment d'aider à développer vos rôles. Quels sont les narratifs, les récits que vous voulez partager lorsque vous abordez ces travaux-là? Quel est le système de votre impact digital? Comment cela a-t-il une incidence dans votre vie personnelle, sur les tensions dans votre propre espace professionnel? Il s'agit vraiment de là de comprendre votre communauté. Il parle de vraiment de communauté dans laquelle nous impliquons. Lorsque vous abordez cette cartographie, il y a des connexions qui manquent, mais avant de passer à l'encodage, décodage du message, qui est une partie de ce message, pendant le one and two, nous devons nous concentrer vraiment à faire un meilleur travail. Quelles sont les pratiques que vous employez, que vous présentez pour préparer vos messages lors des formations et mettre l'accent sur les prérogatives principales? Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions, à vous inspirer de ces vidéos et nous aurons une petite conversation par la suite. Je vous laisse environ 5 minutes pour cette conversation et nous revenons donc par la suite.
All right, so I'm just going to get everyone's attention Très again. bien, je vais donc demander votre attention, s'il vous plaît. Okay, so I'd love to hear Donc, j'aimerais how entendre ce que vous avez à nous partager. Comment avez-vous répondu à ces questions et quels sont les éléments qui ont surgi, qu'est-ce qui a été un petit peu préoccupant, bref, tous ces éléments que vous pouvez partager avec nous. Don't all raise your hand at once. The question was, I'd La love to question était so how juste was un your débrief experience, en termes d'expérience. share some of the Si quelqu'un veut partager des réflexions, des expériences qui illustrent tout ce dont nous avons parlé ou des questions même, just some space to debrief. Yeah. juste un petit espace pour de débriefing en fait. So I was thinking, I was talking with my colleagues about Je- informed practice and storytelling and communication. Dans tout ce qui est récit finalement en termes de storytelling, tout le monde n'est pas forcément disposé à partager. C'est à partir du moment où on est vraiment prêt qu'on a alors besoin de soutien, comme cela a été mentionné par nos collègues, comment procéder puisque c'est le niveau d'émotion suite à un trauma. Oui, absolument. C'est une grande question. La manière par laquelle nous procédons, nous, c'est par le biais de pratiques efficaces. Nous avons différents modules au sein de la Fondation qui nous aident à intégrer cette culture, même à nommer, tout simplement. Pour certaines personnes, c'est très difficile de mettre un mot sur des ressentis, sur des sensations. Et on sait à quel point cela est difficile, même de raconter leur expérience, leurs histoires. La plupart des personnes ici dans cette vidéo étaient assez bloquées. Donc, nous avons dû recréer cet espace de façon délibérée, créer vraiment tout un travail au sein de la communauté pour partager vraiment les valeurs. Donc, c'est vraiment ce qui définit notre rôle dans la compréhension au sein de notre communauté, par le biais de la formation également. Je sais, par exemple, pour Sam, il y a énormément de vulnérabilité et nous devons également soutenir vraiment les gens à raconter leurs histoires, leurs expériences. Et tout cela est abordé différemment dans le travail de la Fondation. C'est vraiment comprendre que la communication, lorsqu'il s'agit de créer une communauté numérique, eh bien, c'est une pratique communautaire. Le fait d'avoir des règles, d'avoir des manières de nous engager, de partager même une même langue, comment nous apprenons, quelles sont nos craintes, nos peurs. Et c'est une fois que tout cela est mis en place, eh bien, nous pouvons nous engager pleinement au niveau de notre communauté numérique et ne pas envahir les espaces réciproques. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est en cours. Lorsqu'on raconte des histoires aussi traumatiques puissent-elles être, c'est finalement difficile. Donc, dans le bien-être ou la sécurité d'un groupe BIPOC qui essaye de... Nous essayons vraiment intentionnellement d'avoir une sécurité psychologique, de créer cette sécurité psychologique. C'est vraiment tout un processus d'apprentissage, finalement, je dirais, de s'engager. Oui, tout à fait. Oui, allez-y. Une personne ancienne, une personne âgée. J'ai une question stupide. Moi, je n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux. Il n'y a pas de question bête. Allez-y. En parlant de sécurité, quels sont les cadres juridiques en termes de sécurité, puisque vous devez créer vos rôles, donc c'est très bien. Mais comment pouvez-vous garantir cette protection? J'aimerais savoir quels en sont les ressorts. Alors, la loi vous protège lorsque vous vous exprimez. Y a-t-il des lois qui vous protègent contre des représailles
contre des personnes qui sont agressives sur les réseaux sociaux. C'est là aussi où le plaidoyer doit pleinement se diriger. Alors, en termes de modération, je pense qu'au niveau politique, ils essayent finalement de réorganiser tout l'espace en ligne. Et en créant ces lois qui se centrent sur les communautés, par exemple, on dit que pour ce qui est sain ou sauf sécure pour les personnes blanches, eh bien, ne l'est pas forcément pour les personnes afrodescendantes ou métisses. Différentes expériences en termes d'expérience. Différentes expériences sur ces questions-là. Nous allons amplifier la voix des femmes et des groupes sous-représentés qui travaillent sur les campagnes donc, de mots dièse, hashtag toxique. Il y a des sondages en termes d'expérience sur le bullying, sur le harcèlement en ligne. Et il y a vraiment des politiques qui sont créées pour encourager les affaires, les entreprises, les plateformes de réseaux sociaux et les médias à développer des lois, des cadres juridiques qui puissent permettre de protéger tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aborder, je pense. Absolument. Cette crainte est très valide. Cette crainte d'être annulé. Je pense que construire la communauté, et ce qu'on veut faire avec cette formation-ci, comment on se relie entre nous. Il y a peut-être un groupe de gens, il y en a sûrement plusieurs, qui sont moins confortables avec ce genre de sujet-là, peut-être en raison de l'âge ou à cause de leur propre mobilisation, parce qu'ils ne sont pas sur les médias sociaux. Ils se disent, oh, peut-être que ça pourrait avoir des répercussions. Il y a des gens qui sont nouveaux dans ce genre de travail-là et on doit se regrouper pour comprendre, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Même en tant qu'adulte dans la communauté, il faut tester des choses et ensuite se tourner vers une communauté. Et, oh, je me suis fait pointer, qu'est-ce que je fais? Parce que quand on est dans cette position-là, c'est là qu'on a peur. Donc, on a besoin d'une communauté autour de nous pour grandir, pour répondre efficacement, parce que quand on répond avec la peur, ce n'est pas efficace. Donc, il faut créer une communauté autour de ce travail-là. On ne s'est même pas rendu au point 5 qui prendrait beaucoup de temps en soi, créer des cycles de rétroaction. J'ai vu une main se lever. Oui? Merci. Je suis une administratrice avec la commission scolaire de Hamilton et je suis aussi directrice pour le réseau Healthies. On a beaucoup de mal avec ça parce que surtout d'impliquer les étudiants. Notre premier objectif, c'est de protéger les jeunes. Donc, quand on parle de partager des histoires ou des campagnes qu'on a essayé de lancer, malheureusement, il y a ce retour négatif. Ça prend juste une personne qui parle en mal et ça peut blesser, même si c'est par inadvertance, ça peut blesser un étudiant. Donc, ça rejoint des lois qui sont en place, même si on veut que les étudiants s'expriment. Et dans notre réseau, on veut qu'il y ait une stratégie de communication menée par des jeunes, mais c'est très difficile parce que la peur les freine pour quelque raison que ce soit. Il y a des gens qui vont cibler, qui vont dire des choses et ça peut être très dommageable. C'est difficile, c'est un sujet difficile. On se bat contre ça tous les jours. Je ne suis pas certaine. Oui, c'est une question difficile. Il faut demander en tant que leader de partager nos propres histoires. Si vous demandez à votre communauté de partager leurs histoires, si c'est les étudiants dans votre cas, je pense que c'est une conversation intéressante et une des histoires qu'on peut pousser en termes d'alliés, dans notre rôle d'allié. Quand est-ce qu'il faut mobiliser les jeunes et comment on fait ce travail-là? Et en s'associant avec des organisations
Ça a été créé avec Chris Tudor, qui est à l'université avec nous. Cette organisation-là, leur expertise, ils font des campagnes sociales, ils font des formations aussi. Ils travaillent avec ces organisations-là qui les payent pour leur temps, pour parler de comment créer des histoires. Parce que c'est leur zone de génie, en fait. Je pense que, oui, comme il faut trouver ces partenaires-là. Il faut demander aux jeunes, comment est-ce que vous pouvez être vu? Il faut que vous soyez vu. Et s'il y en a qui savent comment manœuvrer les médias sociaux, ben c'est les jeunes, évidemment. Donc, il faut leur demander ce qu'ils veulent et quel est leur rôle. Et les utiliser dans le processus de co-création intergénérationnelle, pas juste au stade de production. Donc, quand vous faites le numéro 1, que vous créez votre réseau, il faut trouver une manière de le faire de façon sécuritaire. Il y a des positions comme des ambassadeurs pour la jeunesse qui s'inscrivent et qui ont leur propre soutien qui pourraient compter ces histoires-là pour appuyer le travail que vous essayez de faire. Mais il y a beaucoup d'approches de groupes qui peuvent être faites. Il faut donner du pouvoir à ces jeunes-là. Il ne faut pas juste les inviter, mais il faut leur donner un pouvoir décisionnel. On n'a plus de temps maintenant. J'aimerais ça prendre plus de questions, mais on va conclure. C'est un exemple. Vous allez le voir dans la formation elle-même. C'est un peu trop pour aborder maintenant, mais on aura des webinaires pour vous aider à comment porter cette formation-là à vos équipes et la cadence de formation également. Il ne faut pas que ça soit fait en une seule journée. Et comment vous utilisez cette formation-là comme un échafaudage pour construire des conversations sur une période de temps et pour aborder les questions qu'on se pose aujourd'hui. Il y aura plein d'occasions de dialogue avec d'autres groupes qui font la même formation. Parce qu'une fois que vous avez le vocabulaire partagé, vous pouvez avoir une conversation collaborative. Comment on peut soutenir les gens et des leaders de la population qui gèrent les équipes de communication, que ce soit une vraie équipe ou une équipe d'une seule personne, ils ont besoin de soutien et de reconnaissance. Donc, on va en parler. Il faut vraiment lancer ça avec des groupes qui pourront nous donner du feedback. Donc, restez à l'écoute. On vous donnera l'information et les messages. On a adoré être ici aujourd'hui. On est emballé de lancer ceci. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Et si vous avez des commentaires, directement nous donner, venez nous voir ou envoyez-nous un courriel. Moi, je suis à collective@oncanada. Donc, mais on est ici. Si vous avez des commentaires, venez nous voir directement. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui.